Tout le monde connaît la légende de la ville de Troie, racontée dans l'Iliade d'Homère. Le jeune prince troyen Paris enlève Hélène, reine de Sparte, et considérée comme la plus belle femme du monde. Cet événement déclenche une guerre gigantesque entre les Grecs et les Troyens. Pendant 10 longues années, les Grecs assiègent la puissante ville de Troie, sans parvenir à la conquérir. Le conflit est marqué par des combats devenus mythiques, comme celui opposant le héros troyen Hector au célèbre guerrier grec Achille. Finalement, le rusé Ulysse imagine un stratagème. Les Grecs font semblant d'abandonner la guerre et offrent aux Troyens un immense cheval de bois. Pensant célébrer leur victoire, les Troyens font entrer le cheval dans la ville. Mais les soldats grecs étaient cachés à l'intérieur. Durant la nuit, ils ouvrent les portes de Troie à leur armée revenue en secret. La ville est alors pillée et détruite. Mais derrière cette légende mythologique, quelle est la véritable histoire de Troie? Et surtout, combien de villes de Troie ont réellement existé? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette vidéo. En grec ancien, la ville est connue sous les noms de Troia, Ilion ou encore Ilios. Selon la mythologie grecque, ces noms viendraient de Tros, le fondateur légendaire du royaume de Troie, et de son fils, Ilos, à qui l'on attribue la fondation de la ville d'Ilios. Aujourd'hui, le site archéologique, identifié comme l'emplacement de la Troie historique, se trouve sur la colline d'Izarlik, à l'entrée du détroit des Dardanelles, dans l'actuelle Turquie. Mais cette colline cache en réalité quelque chose d'extraordinaire. Izarlik est ce qu'on appelle un tel archéologique, une colline artificielle formée par l'accumulation de ruines, de bâtiments et de vestiges humains sur plusieurs milliers d'années. À chaque destruction, une nouvelle ville était reconstruite au-dessus des précédentes. En fouillant le site, les archéologues ont découvert une succession de couches qui témoignent d'une occupation humaine continue pendant plus de 3000 ans, entre périodes de prospérité, incendies, guerres et reconstruction. Ces différentes couches archéologiques, correspondant aux différentes Troies, sont numérotées en chiffres romains, de 3-1 pour la plus ancienne à 3-9 pour la plus récente. Mais les archéologues ont également identifié une couche encore plus ancienne, parfois appelée 3-0, qui précède les premières grandes installations urbaines du site. Certaines couches sont elles-mêmes divisées en sous-couches, identifiées par des lettres minuscules. La datation de ces niveaux repose principalement sur la comparaison des objets retrouvés, comme les poteries, les armes ou les bijoux, avec ceux découverts sur d'autres sites archéologiques de la région. Les méthodes de datation absolue, comme la radiométrie, restent limitées pour les périodes les plus anciennes. Au total, les différentes couches de Troie couvrent une période immense, allant approximativement de 3600 avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque byzantine, vers l'an 500 après Jésus-Christ. La couche la plus ancienne du site, appelée 3-0, remonte à la fin du Néolithique et au début de l'âge du bronze. Datée approximativement entre 3600 et 3000 avant Jésus-Christ, elle n'est connue qu'à travers quelques vestiges très fragmentaires, notamment des poteries rudimentaires, des morceaux de bois et des traces d'occupation humaine. Même si les découvertes restent limitées, cette couche montre que la colline d'Izarlik était déjà fréquentée bien avant la naissance de la célèbre cité de Troie. La première véritable ville construite sur le site apparaît avec 3-1, fondée vers 3000 avant Jésus-Christ. À cette époque, la cité reste modeste. Elle mesure à peine une centaine de mètres de diamètre. Pourtant, elle possède déjà un élément remarquable pour son temps, une citadelle ou acropole, protégée par d'imposantes fortifications en pierre calcaire. Ces murailles sont même plus développées que celles de nombreux autres sites de la région, ce qui laisse penser que Troie occupe déjà une position importante
Les habitants vivent dans des maisons construites en pierre et en briques de terre crue. Certaines suivent un plan de type mégaron, un grand espace principal précédé d'une petite antichambre. Ce style architectural se retrouve dans les riches demeures et palais de Grèce et d'Anatolie. Les archéologues ont retrouvé de nombreux objets datant de cette période, des céramiques noires et grises caractéristiques de l'époque, des objets en cuivre, ainsi qu'une impressionnante stèle de pierre monumentale. Les habitants de 3A pratiquent déjà diverses activités artisanales, comme le filage et le tissage. Leur alimentation se compose de viande, de poissons, de céréales et de végétaux. 3A aurait été fondée par des populations venues de la Troade, appelée aussi Troas, la région qui entoure le site. Ces communautés entretenaient déjà des échanges commerciaux et culturels avec les peuples de la mer Égée et du sud-est de l'Europe. Vers 2500 avant Jésus-Christ, 3A est finalement détruite, probablement à la suite d'un incendie ou d'un conflit. Mais sur ces ruines, une nouvelle ville va rapidement émerger. 3.2 succède ainsi à 3A. Même si la culture matérielle évolue relativement peu, la ville connaît une importante phase d'expansion. La nouvelle 3 est environ un quart plus vaste que la précédente et témoigne déjà d'une société plus riche et mieux organisée. La citadelle est agrandie et divisée en deux enceintes, signe probable d'une hiérarchie sociale et politique de plus en plus marquée au sein de la société troyenne. Au centre de la ville se dressent plusieurs grands bâtiments de type mégaron, organisés autour d'une vaste cour qui servait sans doute à des cérémonies, des rassemblements ou des activités publiques. L'ensemble est protégé par d'épaisses murailles de pierre, percées de 2 portes, dont une entrée monumentale particulièrement impressionnante. On accédait à la citadelle grâce à des rampes de pierre, dont l'une est encore remarquablement conservée aujourd'hui. Avec la croissance de la population, une ville basse commence également à se développer, au pied de la citadelle. Cette zone est protégée par une palissade en bois. Pour l'âge du bronze, ce système défensif, combinant citadelle fortifiée et ville basse protégée, reste relativement rare et montre l'importance accordée à la sécurité et au contrôle du territoire. Les fouilles de 3.2 ont révélé de nombreux objets remarquables, des céramiques fabriquées autour de potiers, mais aussi des trésors composés d'ambre venus de la Baltique, de cornalines provenant d'Inde et de lapis lazuli, originaire d'Afghanistan. Ces découvertes montrent que Troie participait déjà à un vaste réseau d'échanges commerciaux, reliant l'Anatolie, la mer Égée et le Moyen-Orient. Certains de ces trésors ressemblent d'ailleurs fortement à ceux retrouvés dans d'autres cités orientales de la même époque, suggérant le passage de marchands itinérants à travers la région. 3.2 est détruite à 2 reprises par des incendies. Après une première destruction, la citadelle est reconstruite et densément réaménagée, avec de nombreuses petites habitations. Mais vers 2300 avant Jésus-Christ, la ville connaît une destruction finale, particulièrement violente. En raison de ses fortifications monumentales, de ses riches trésors, considérés comme le trésor du roi Priam, et de sa destruction spectaculaire, 3.2 fut longtemps considérée comme la possible Troie décrite par Homère. Mais cette identification pose un problème majeur. 3.2 est beaucoup trop ancienne pour avoir coexisté avec la civilisation mycénienne de Grèce évoquée dans l'Iliade, qui appartient plutôt à la fin de l'âge du bronze, plusieurs siècles plus tard. Les couches correspondant à 3, 4 et 5 restent beaucoup moins bien connues des archéologues que les grandes phases précédentes et suivantes. Pendant longtemps, cette relative pauvreté en découverte a été interprétée comme le signe de déclin du site après la destruction de 3.2. Mais il existe une autre explication possible. Lors des premières fouilles au XIXe siècle, certaines couches auraient été excavées trop rapidement par les archéologues, notamment par Heinrich Schliemann, davantage intéressé par la recherche de la Troie homérique. Une partie importante des vestiges aurait ainsi été détruite
avant d'être correctement étudiée. 3.3 succède directement à 3.2. La ville conserve en grande partie l'organisation héritée de la phase précédente. L'habitat reste dense et les anciennes murailles semblent encore utilisées. 3.4 montre quelques évolutions architecturales. L'habitat devient plus étendu, tout en restant relativement compact. On voit également apparaître des fours à coupole, ainsi qu'un usage plus fréquent des briques de terre crue, pour construire des maisons parfois dépourvues de fondations en pierre. Avec 3.5, la ville continue de se développer. De nouvelles résidences apparaissent, notamment à l'ouest de la citadelle. L'urbanisme devient moins dense et les habitations gagnent en espace, ce qui pourrait refléter une période de plus grande stabilité ou de prospérité relative. Vers 1750 avant Jésus-Christ, 3.5 est finalement détruite, probablement à la suite d'un important séisme. Jusqu'à cette période, malgré les destructions successives, les reconstructions restent globalement fidèles aux traditions architecturales et culturelles précédentes. Mais la transition entre 3.5 et 3.6 marque un véritable tournant dans l'histoire du site. Une nouvelle ville, bien plus puissante et ambitieuse, va alors émerger. 3.6 ainsi que 3.7.1, généralement considérés par les historiens comme la continuité directe de cette phase, représentent l'apogée de la puissance troyenne. La ville atteint alors une taille et un niveau de développement comparable à certaines cités du monde hittite. Elle entretient de nombreux contacts commerciaux et culturels avec les civilisations voisines, notamment avec les Mycéniens du monde grec. Grâce à sa position stratégique, à l'entrée des Dardanelles, Troie contrôle l'un des principaux passages entre la mer Égée et la mer de Marmara, et par là la mer Noire. Cette situation privilégiée a probablement contribué à sa richesse et à son influence régionale. Certains historiens pensent même que Troie pourrait correspondre à Wilusa, un royaume vassal mentionné dans les archives hittites. Cette hypothèse repose notamment sur la proximité phonétique entre Wilusa et Ilion, l'un des noms grecs de Troie. La ville est alors dominée par une puissante citadelle, entourée d'imposantes murailles de pierre, renforcées par des tours de garde et percées de 5 portes principales. Ces fortifications, célèbres pour leurs énormes blocs de pierre inclinés, restent encore aujourd'hui l'un des éléments les plus spectaculaires du site archéologique. À l'intérieur de la citadelle, une grande artère traverse la ville, accompagnée d'un système élaboré d'évacuation des eaux. Les habitations sont construites en terrasses et constituées de grands édifices, espacés les uns des autres, parmi lesquels se trouvait peut-être un palais ou un centre administratif. Au pied de la citadelle s'étend une vaste ville basse en pleine expansion. Les archéologues y ont retrouvé un cimetière, des rues pavées, ainsi que des puits et des tunnels, permettant d'assurer l'approvisionnement en eau. La culture matérielle de cette période appartient à un ensemble caractéristique du nord-ouest de l'Anatolie, tout en montrant de fortes influences venues du monde égéen et des Balkans. La céramique découverte sur le site est notamment composée de poteries grises, tournées et polies, un style originellement identifié en Grèce continentale. La langue parlée par les habitants de Troie reste inconnue. Cependant, plusieurs spécialistes pensent qu'il pourrait s'agir d'une langue anatolienne, proche de celle parlée dans l'Empire hittite. Vers 1300 avant Jésus-Christ, 3.6 est probablement détruite par un violent séisme. Mais la ville est rapidement reconstruite. Cette nouvelle phase, appelée 3.7.1, réutilise largement les structures précédentes. Les murailles de la citadelle sont renforcées, tandis que de nombreuses petites maisons sont ajoutées dans les espaces libres de la ville haute. De nouvelles habitations apparaissent également dans la ville basse. Cette densification soudaine pourrait refléter une période d'insécurité ou une augmentation rapide de la population. Les archéologues pensent que les survivants de 3.6 ont eux-mêmes participé à la reconstruction de la cité. Vers 1180 avant Jésus-Christ, 3.7.1 est finalement détruite dans des circonstances violentes, probablement à la suite d'une attaque ou d'un conflit armé. Pendant longtemps, 3.6 a été considérée comme la meilleure candidate pour correspondre à la Troie décrite par Homère.
Cette hypothèse reposait sur plusieurs éléments impressionnants. La taille de la ville, ses puissantes murailles, ses vastes habitations et le prestige apparent de la cité, qui correspondait bien à l'image d'une grande capitale capable de résister à un long siège. Mais cette théorie est aujourd'hui largement remise en question. Les recherches archéologiques modernes indiquent que la destruction de Trois-Cises aurait principalement été causée par un violent séisme. Or, une guerre de longue durée aurait probablement laissé des traces différentes. Armes en grand nombre, incendies généralisés, corps abandonnés ou signes évidents de combat. C'est pourquoi 3-7 apparaît désormais comme une candidate plus crédible à l'origine du récit homérique. La ville montre en effet des indices de destruction violente, compatibles avec un conflit, incendie, destruction, soudaine et traces d'occupation dans un contexte de tension. Cependant, un autre problème subsiste. À l'époque de la destruction de 3-7, vers 1180 avant Jésus-Christ, le monde mycénien est déjà en plein déclin. De nombreuses cités grecques s'effondrent progressivement, tandis qu'une vaste crise touche l'ensemble du bassin méditerranéen oriental. Cette période, souvent appelée l'effondrement de l'âge du bronze, voit disparaître ou s'affaiblir plusieurs grandes civilisations de l'époque, dont les royaumes mycéniens, l'Empire hittite et de nombreuses cités du Proche-Orient. Après la destruction de 371, la ville est une nouvelle fois reconstruite. Cette période, appelée 3-7b, est généralement divisée par les archéologues en 3 sous-phases distinctes. Mais la ville semble alors profondément transformée. Les fouilles révèlent l'apparition de nouveaux styles de poterie fabriqués à la main, très différents des traditions précédentes. Les archéologues du XIXe siècle les qualifiaient autrefois de poterie barbare, car elle ne correspondait pas à la culture matérielle classique de l'âge du bronze égéen. On retrouve également des céramiques originaires d'Europe du Sud-Est, ce qui pourrait indiquer l'arrivée de nouvelles populations, venues des Balkans ou des régions voisines. Ces changements reflètent probablement les grands mouvements de population qui bouleversent le monde méditerranéen après l'effondrement de l'âge du bronze. Vers la fin de 3-7b apparaît aussi la céramique dite protogéométrique, un style caractéristique du début des siècles obscurs de l'histoire grecque, la période qui suit la chute du monde mycénien. La population de Troie semble alors avoir fortement diminué. L'occupation se concentre principalement autour de la citadelle, tandis que certaines parties de la ville basse paraissent abandonnées. Les reconstructions sont plus modestes et témoignent d'une cité qui a perdu une grande partie de son ancienne puissance. Les archéologues ont également découvert une inscription en louvète, une langue anatolienne parlée dans plusieurs régions d'Asie mineure à cette époque. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle les habitants de Troie pouvaient parler une langue anatolienne, proche de celle utilisée dans le monde hittite. Vers 950 avant Jésus-Christ, 3-7b est finalement détruite par un incendie. Après cette catastrophe, le site connaît une longue période d'occupation limitée. Après les siècles de déclin qui suivent la fin de l'âge du bronze, une nouvelle ville apparaît sur le site, 3-8. Cette phase débute durant les siècles obscurs de l'histoire grecque et se poursuit jusqu'à l'époque romaine. La renaissance de la cité est liée à l'arrivée de colons grecs, probablement originaires de la région d'Éolide, sur la côte ouest de l'Anatolie. Les Grecs rebaptisent alors la ville Ilion. Peu à peu, les nouveaux habitants transforment profondément le site. De nombreux bâtiments datant de l'âge du bronze sont détruits ou réutilisés pour construire des sanctuaires, des temples et des lieux de culte grecs. À cette époque, les ruines de l'ancienne Troie commencent déjà à fasciner le monde grec. Après la composition de l'Iliade et de l'Odyssée, attribuée à Homère, probablement entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, le site devient une sorte de lieu de mémoire et même de tourisme pour les Grecs de l'Antiquité. Des voyageurs viennent visiter les vestiges associés aux héros de la guerre de Troie, comme Achille, Hector ou Priam. La ville passe ensuite sous domination perse après les conquêtes de l'empire achéménide en Anatolie. Mais après les campagnes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant Jésus-Christ, Ilion repasse sous influence grecque. Selon la tradition antique, Alexandre visita personnellement le site de Troie,
avant sa conquête de l'Asie. Fasciné par les récits homériques, il aurait rendu hommage à Achille et échangé sa propre armure contre une armure conservée dans un temple et présentée comme datant de la guerre de Troie. Sous les royaumes hellénistiques, la ville retrouve une certaine prospérité et devient un important centre régional de la Troade. Les habitants construisent alors de nombreux monuments grecs, un théâtre, un grand temple dédié à Athéna, un boulotérion, la salle du conseil de la cité, ainsi qu'une nouvelle muraille monumentale. La ville continue de prospérer jusqu'aux guerres civiles romaines. En 85 avant Jésus-Christ, le général romain Caius Flavius Fimbria s'empare d'Ilion et détruit une grande partie de la cité durant le conflit opposant les partisans de Marius à ceux de Sylla. Mais malgré cette nouvelle destruction, l'histoire de Troie est loin d'être terminée. Pour les Romains, Troie occupe une place particulière dans la mémoire collective et dans la mythologie des origines de Rome. Selon la légende, après la destruction de Troie, le prince troyen Énée parvient à fuir la ville en flammes avant d'entreprendre un long voyage jusqu'en Italie. Ses descendants donneraient finalement naissance à Romulus, le fondateur légendaire de Rome. Cette filiation mythique est particulièrement importante pour les dirigeants romains. Jules César, puis l'empereur Auguste, affirment eux-mêmes descendre d'Énée, à travers l'agence Iulia, une famille qui prétend remonter jusqu'aux héros troyens. Sous la domination romaine, la ville, appelée par les historiens Troie neuve et connue sous le nom d'Ilium par les Romains, connaît alors une nouvelle période de prospérité. Avec le soutien d'Auguste, la cité est reconstruite et plusieurs grands monuments sont restaurés afin de mettre en valeur ce lieu chargé de prestige symbolique. Au fil du temps, de nouveaux bâtiments viennent enrichir la ville. Un odéon, c'est-à-dire un petit théâtre couvert destiné aux spectacles et aux réunions, des thermes, des bassins, des espaces agricoles, ainsi qu'un aqueduc permettant d'alimenter la cité en eau. Vers l'an 100 après Jésus-Christ, un violent tremblement de terre endommage une nouvelle fois la ville. L'empereur Hadrien supervise alors sa reconstruction, permettant à Ilium de continuer à exister pendant plusieurs siècles encore. Mais vers le 5e siècle après Jésus-Christ, plusieurs séismes frappent de nouveau la région. Cette fois, la ville ne se relève pas. Peu à peu, le site est abandonné, les bâtiments s'effondrent, les ruines se recouvrent de terre, et la mémoire exacte de l'emplacement de Troie finit par se perdre au fil des siècles. L'ancienne cité légendaire disparaît alors progressivement du paysage, jusqu'à ce qu'elle suscite un nouvel intérêt plus de 1000 ans plus tard. La redécouverte de Troie au XIXe siècle est indissociable d'un homme, Heinrich Schliemann. Schliemann est un riche homme d'affaires allemand qui fait fortune grâce au commerce international, à la banque et au négoce durant le XIXe siècle. Passionné par les langues et l'Antiquité, il apprend de nombreuses langues étrangères et voyage à travers le monde, notamment en Italie, où il visite Rome et les ruines de Pompéi. Mais depuis son enfance, une obsession le poursuit, retrouver la légendaire ville de Troie décrite par Homère. En 1868, Schliemann se rend en Grèce, puis rencontre Frank Calvert, un diplomate britannique installé dans la région des Dardanelles et passionné d'archéologie. Depuis plusieurs années déjà, Calvert soupçonne la colline des Arliques d'être le véritable emplacement de la Troie antique, et y a même commencé des fouilles à petite échelle. Les deux hommes décident alors de collaborer. Aujourd'hui, de nombreux historiens estiment que le rôle de Frank Calvert a longtemps été sous-estimé. Sans ses recherches préliminaires et sa connaissance du terrain, Schliemann n'aurait peut-être jamais fouillé le bon site. Mais Schliemann possède un avantage décisif, une immense fortune lui permettant de financer de vastes excavations. Les fouilles commencent en 1870. Très vite, Schliemann met au jour les ruines de plusieurs villes superposées, confirmant que la colline d'Isarlik cache une histoire beaucoup plus complexe que prévu. Cependant, Schliemann est avant tout obsédé par la recherche de la Troie homérique. Convaincu d'avoir trouvé la ville de Priam dans la couche de Troie II, ce que les archéologues savent aujourd'hui impossible, il détruit malheureusement une partie des couches supérieures lors de ces excavations trop rapides. Ces méthodes, spectaculaires mais brutales, provoquent d'importants dégâts archéologiques. En 1882, Schliemann engage le jeune archéologue
Willem Dürpfeld, qui joue un rôle majeur dans l'étude scientifique du site. Dürpfeld contribue notamment à mieux distinguer les différentes couches de Troie et à comprendre leur chronologie. Les fouilles permettent de découvrir des milliers d'objets, céramiques, armes, bijoux et objets précieux. Parmi eux se trouve le célèbre trésor de Priam, un ensemble spectaculaire d'objets en or que Schliemann attribue au roi Priam et à la guerre de Troie. Mais cette attribution est entièrement fictive. Le trésor appartient en réalité à une période bien plus ancienne que celle de la guerre décrite par Homère. Schliemann va également sortir illégalement de nombreux objets de l'Empire ottoman, provoquant des tensions avec les autorités. Il meurt en 1890, sans avoir réellement résolu le mystère de Troie. Entre 1932 et 1938, l'archéologue américain Carl Blegen reprend les fouilles avec une méthode beaucoup plus rigoureuse. En s'appuyant notamment sur les travaux de Dürpfeld, il identifie au moins 9 grandes phases d'occupation du site, elles-mêmes divisées en dizaines de sous-couches archéologiques. Les recherches modernes reprennent ensuite à partir de 1988, sous la direction du professeur Manfred Korfmann de l'université de Tübingen. Korfmann réalise l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle sur le site: l'existence d'une vaste ville basse entourant la citadelle, montrant que Troie était probablement bien plus grande qu'on ne le pensait auparavant. Depuis la mort de Korfmann en 2005, les fouilles archéologiques se poursuivent de manière plus ponctuelle, et le site de Troie continue encore aujourd'hui de révéler de nouveaux secrets. Ainsi, pendant des siècles, Troie n'aura été qu'une légende, une ville chantée par les poètes, peuplée de héros presque invincibles, de dieux capricieux et de batailles épiques. Beaucoup pensaient même que la guerre de Troie n'avait jamais existé. Et pourtant, sous la colline d'Isarlik, les archéologues ont découvert les traces bien réelles de plusieurs villes successives, construites, détruites, puis reconstruites pendant plus de 3000 ans. Une cité située à un emplacement stratégique, au carrefour du monde égéen, anatolien et oriental. Une ville riche, fortifiée, connectée au reste du monde antique, et qui a connu à plusieurs reprises la guerre, les incendies et les catastrophes. Mais malgré toutes les découvertes archéologiques, une question demeure. La Troie d'Homère a-t-elle réellement existé? Peut-être que la guerre, racontée dans l'Iliade, est le souvenir déformé d'un conflit bien réel survenu à la fin de l'âge du bronze. Peut-être aussi qu'Homère a mêlé plusieurs événements, plusieurs villes et plusieurs siècles d'histoire pour créer une légende immortelle. Car au fond, Troie est devenue bien plus qu'une simple cité antique. Elle est un symbole. Le symbole de la frontière entre l'histoire et le mythe, entre ce que les hommes ont réellement vécu et ce qu'ils ont choisi de raconter. Et c'est peut-être précisément pour cela que, plus de 3000 ans plus tard, le nom de Troie continue encore de fasciner le monde entier.